Comment je vais décrire le féminisme au Sénégal? Je sens quand même une mobilisation, Présidente. Hein? Je sens une renaissance. Hein? Je disais que je vais partager un document qu'on a publié, donc où on a essayé de présenter les féminismes sur le plan africain, donc avec 4 pays, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Nigeria. Donc on a dessiné en fait le tableau des féminismes, parce qu'aussi on a des féminismes, parce qu'à l'intérieur des féministes, c'est des courants de pensée. Donc vous allez entendre parler de féminisme libéral, radical, etc., modéré. Donc il y a des féminismes en fait. Des féminismes parce que les moyens de combat diffèrent, mais c'est le même objectif. D'accord? Je vais revenir un peu plus tard. Je dirais qu'il y a une mobilisation hein, depuis 4 ans, 5 ans au Sénégal. Ça a coïncidé avec le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo a impulsé, je dirais. Le mouvement MeToo a impulsé les dynamiques. C'est comme ça qu'on a eu les premières organisations, le premier collectif féministe durant cette période. Je vais revenir un peu sur le premier mouvement qui s'est réclamé féministe au Sénégal dans les années 80. Le mouvement MeToo a impulsé cette dynamique-là et il y a eu beaucoup d'engagement, de mobilisation autour des questions ponctuelles. Le collectif d'Afadoy, quand il y a eu un problème, les gens se mobilisent ponctuellement. Mais ce qui manquait, c'est une mobilisation constante dans la durée, en fait, une projection, une stratégie. C'est ce qui, au lieu de se réunir s'il y a un problème ponctuel et les gens partaient, une structuration de nos actions, c'est ce qui manquait. Et c'est pourquoi on a travaillé pour mettre en place le réseau des féministes du Sénégal, avec comme coordonnatrice War Khassam, qui est là, elle reviendra sur ça, parce qu'on veut carrément avoir un plan d'action, une stratégie dans le long terme, ne pas rester sur des activités d'urgence, ni de réaction, mais être dans une dynamique de prospection, d'anticipation. C'est pourquoi on a mis en place ce réseau. Donc le lancement de ce réseau a été fait le 28 janvier de cette année, mais avant on a eu un collectif qui existe et on travaille avec ce collectif de féministes qui sont nés plus avant que nous, avant le réseau. Mais il y a d'autres collectifs individuels, des petits groupes qui se sont nés parce que l'objectif de ce réseau, c'est vraiment fédérer hein, tous ces groupes, ces individualités pour parler d'une seule voix. Donc je dirais que quand même il y a cet engouement, hein, il y a une renaissance parce que quand je compare, il y a différents types d'années, différents types d'âges de féminisme au Sénégal. Nous avons le premier âge, c'est les années 80. Où carrément on a un mouvement qui s'est réclamé ouvertement féministe. Parce qu'avant, on n'a pas eu d'organisation qui s'est réclamée féministe. Donc on l'a eu le 7 janvier 1984 avec le mouvement Yewi conscientisé pour libérer, donc qui a été mis en place en 1984. Donc c'était le premier mouvement qui s'est réclamé ouvertement féministe et c'était un mouvement d'influence, de conscientisation, où on avait quand même une élite, parce que c'était un mouvement purement élitiste, et il n'y avait pas de connexion avec les masses. Ça aussi, ça a été une faiblesse de ce mouvement. Il n'y a pas eu d'implantation, c'était plus des réflexions, c'était comment conscientiser, comment en tout cas lutter contre en tout cas toutes les oppressions, que ce soit dans la vie privée, dans la vie publique. Donc, elles ont parlé de tout ce qui est représentativité des femmes dans l'espace politique, même si aujourd'hui on parle de représentation, parce que c'est deux choses qui sont différentes. Parler de représentation des femmes, c'est la loi de la parité qu'on a en 2010 qui parle de nombre, une représentation, nombre. Une représentativité va au-delà. Là, on analyse le poids. Est-ce qu'elle pèse au niveau de ces instances? C'est-à-dire, est-ce qu'elles influencent au niveau de ces instances? Et je pense que ça aussi, c'est une autre lecture, une autre perception qu'on doit avoir, parce que ça, on veut. Parce qu'on peut être 5 dans ces organes de décision et pouvoir peser. D'accord? Et elles n'ont pas parlé de représentation à l'époque, elles ont parlé de représentativité à l'époque. Elles ont posé la question à l'époque de la contraception. On est dans les années 80, hein, où il y avait une seule radio, une seule télé à l'époque, donc c'était très difficile. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc elles ont pu poser des questions qui fâchent. Elles ont même posé la question de la polygamie.
qu'est-ce que ça implique, la question du voile, parce que c'est des questions que je ne touche pas, parce que c'est des questions qui ont divisé les mouvements féministes dans le monde, les questions qui fâchent, la question de la polygamie, la question de l'homosexualité, la question de l'avortement, c'est des questions qui ont divisé les mouvements féministes et c'est des questions qu'elles ont aussi posées. La polygamie, elles l'ont posée, la question de l'avortement, la contraception à l'époque, elles ont posé ces questions-là. Elles ont également posé la question de l'égalité des salaires à l'époque. Et ce qui nous a fallu, la loi de 2008 qui met en avant le taux d'imposition. Donc, égalité sur le plan d'imposition et que ça se répercute sur le plan des salaires. Donc, avoir un mouvement féministe est nécessaire. Pourquoi? Parce que le Sénégal, comme vous le voyez, il y a une forte religiosité. Il y a une forte religiosité au Sénégal, avec la montée des mouvements conservateurs. Vous avez senti ça. Qu'est-ce que ça implique? Je donne souvent le cas de l'Afghanistan. Aujourd'hui, avec l'arrivée des talibans, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés au pouvoir? Ils sont directement attaqués aux droits des femmes et des enfants. Ils n'ont pas attaqué d'autres droits. Hein? Parce qu'on est un groupe beaucoup plus, entre guillemets, faible, même si on n'a pas le sexe faible. On est un sexe fort parce qu'on vit plus longtemps, on est très résilient. Ils sont attaqués. Ils ont dit aux avocats, imaginez des avocates, des gens, des ingénieurs, on leur dit non, 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 arrêtez tout et rentrez chez vous. Retournez dans vos maisons. Mais il y a beaucoup de suicides et les suicides continuent en Afghanistan. Il y a des femmes qui étaient dans des postes de responsabilité, on les a demandé de tout laisser, de rentrer des femmes au foyer. Mais c'est des questions de dignité, il y a des femmes qui ne peuvent pas. Il y a eu beaucoup de départs, mais il y a eu beaucoup de suicides. Donc ça veut dire que, de manière globale, dans le monde, on est en face des radicalités, une radicalisation, une bipolarité. Ça, c'est au niveau mondial. Hein. Je donne au Sénégal, il y a une radicalité même en termes de discours. Soit vous êtes pour ou non, il n'y a pas une diversité de pensée, une manière de faire. Soit si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. On ne peut pas être comme ça un pays démocratique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une diversité en termes de pensée ici. Je dis souvent la contradiction qu'on a, on a une pluralité en termes médiatiques, il y a beaucoup de médias, mais malheureusement le discours reste pauvre, il y a une bipolarité. Regardez les journaux, il n'y a pas de diversité en termes de contenu. Un journal prend le discours de ce que je dis, on va le reproduire dans les 20 journaux. Même si ce journal fait des fautes, vous allez le voir. Donc il y a aussi ça, c'est un problème en termes de pauvres. On a quand même, en termes d'échange, de discussion, l'argument en tout cas reste pauvre. Quand vous prenez les États-Unis, qui ont réglé la question de l'avortement dans les années 70, aujourd'hui l'avortement est interdit. Aux États-Unis, il y a une régression. Donc c'est extrêmement important d'avoir des mouvements féministes pour être l'avant-gardiste, pour protéger. Sinon, on risque de grignoter nos espaces. Parce qu'il y a la montée des mouvements islamiques conservateurs. Et demain, on va se dire que nous tous, on sera voilés, même si aujourd'hui la question du voile n'est pas directement connectée avec la fibre religieuse, parce qu'il y a beaucoup de motivations. Parce que ce type de voile que nous avons, c'est différent du type de voile qu'on a dans les années 80. Avec la révolution iranienne de 1979, où là-bas, c'était vraiment une connexion religieuse, mais aujourd'hui, cette différence de voile qu'on a, il n'y a pas 100% de connexion religieuse. Mais ces mouvements prennent beaucoup de place, parce que aussi, la religion au Sénégal, c'est aussi une réponse. C'est comme la migration qui est une réponse, parce que dans un contexte où il y a un problème d'opportunités, de politique de jeunesse, ni de politique d'emploi, la religion devient aujourd'hui une réponse, comme la migration, parce que ça offre des possibilités à l'intérieur, je ne vais pas un peu élargir. Et du coup, il y a beaucoup de recrutement. Il y a beaucoup de recrutement, et que dans l'espace religieux, j'en ai discuté tout à l'heure avec tout ce qui est d'arrêt et autres, il n'y a pas de contrôle de l'État. Quand je prends l'école de proximité au Sénégal, l'école coranique et l'école de proximité, le plus que l'école française. C'est-à-dire que vous allez dans chaque coin de rue, vous allez voir une école coranique. Mais vous n'allez pas trouver dans chaque coin de rue une école française. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État n'a même pas de contrôle sur l'enseignement dispensé. On peut avoir demain des individus complètement radicalisés. Complètement radicalisés. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer un rétrécissement de l'espace public
Et si l'espace public devient de plus en plus rétréci, c'est les droits des enfants, femmes et des enfants qui seront attaqués. Donc avoir un mouvement en face de cette montée de ce conservateur, c'est de conserver les acquis, sinon on risque de grignoter les droits, alors qu'on doit se battre pour avoir d'autres droits. Parce qu'il y a des choses aussi qu'on doit régler. L'autorisation de l'enfant, voilà, pour demander de faire le passeport. Une anecdote, une mère a amené au niveau du commissariat de passeport pour que son fils puisse avoir un passeport. Et quand elle est arrivée, on lui a demandé l'autorisation du père. Le fils lui a dit, il a 7 ans, 8 ans, mais maman, dis-leur que tu es ma maman, tu dois le faire. Tu dois m'autoriser à avoir ce passeport parce que je suis sûre qu'ils n'ont plus vu le papa. Donc même là, dans la religion, c'est en contradiction parce que la religion donne beaucoup plus de droits aux femmes sur leurs enfants, parce que l'enfant, c'est la femme. Donc on ne peut pas faire son enfant et ne pas avoir des droits sur cet enfant-là. Et malheureusement, le droit que nous avons dit que oui, vous avez gardé ça dans votre ventre, mais si ça sort, ce n'est pas votre propriété. Donc toute décision, c'est du papa. Donc ça aussi, c'est des combats qu'il faut mener. Pour dire qu'il y a énormément de choses qu'il faut mener et avoir ces mouvements qui sont là, ça aide plus les organisations féminines, parce qu'il y a une différence entre les organisations féministes qui s'attaquent, je vais revenir parce qu'il y a une question là, qui s'attaquent à ce système de domination, et je vais revenir un peu sur cette domination, donc qui s'attaque directement à ce système de domination qui fait les subordonnés et les subordonnés. Donc qui va au-delà des questions des droits des femmes. Les mouvements féminins font la promotion des droits des femmes, font la promotion de l'autonomisation, etc. Alors que les mouvements féministes vont au-delà. Donc je vais y revenir tout à l'heure. Merci. Pour un peu enchaîner avant de venir à Fatou Waka, vous l'avez dit, vous êtes revenu sur l'historique du mouvement féministe au Sénégal. Et quand on parle du féminisme au Sénégal, il y a l'Union des féministes du Sénégal, il y a Yewwi. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire plus de ces mouvements-là? Effectivement, on a eu le mouvement, le seul mouvement qui s'est proclamé en 1984, c'est le mouvement Yewwi. Avant, on a eu une union des femmes sénégalaises, UFS, avant les indépendances. Union des femmes du Sénégal. Union des femmes du Sénégal qui ont participé à l'indépendance du Sénégal, qui ont été complètement invisibilisées après. Elles avaient posé des questions assez sensibles, les Jean-Martin Cissé à l'époque. C'est-à-dire, cette union des femmes du Sénégal, elles ont été mises en place le plus souvent par les Legoffiennes. Les Legoffiennes. Germaine Le Goff, qui a mis en place, qui a été une bretonne, qui est arrivée, avant d'arriver au Sénégal, elle est passée par le Mali, c'était pour promouvoir l'enseignement des filles. Donc en Afrique noire, coloniale. On est à l'époque coloniale. Donc Germaine Le Goff a mis en place l'école Germaine Le Goff, que vous connaissez, Abdoulaye Sadji. Donc c'est le lycée Abdoulaye Sadji actuellement de Rufisque. Avant, c'était l'école normale des filles. Et donc l'école Germaine Le Goff, donc qui a été mis en place les premiers enseignements en 1936. Donc elle a mis en place, elle a travaillé et aussi elle a été une femme quand même, je vais dire entre guillemets féministe, parce qu'elle promeut l'égalité entre les hommes et les femmes. Et cette union des femmes sénégalaises a été mise en place par ces Legoffiennes. Les premiers ministres qu'on a eus en Afrique venaient de ces Legoffiennes. Les premières femmes qui sont réclamées pour l'égalité des hommes et des femmes venaient de cette école. Parce qu'à l'époque, c'était l'Afrique occidentale française. Donc il y avait les Béninois, les Maliens, les Guinéens, etc., etc. Et je disais que c'était un bon modèle de panafricanisme. Parce qu'avant, on parlait Afrique, on ne parlait pas Sénégal, etc. Donc, elles ont mis en place l'Union des femmes sénégalaises, des femmes du Sénégal, et elles ont commencé à revendiquer l'égalité, que ce soit salaire, l'égalité sur le plan des droits, du travail, la contraception, mais ça a coïncidé avec l'indépendance, et les revendications ont été noyées, parce qu'on voyait que l'indépendance. Donc, essayez de regarder le film de Djabou Bessane, Les moments de l'indépendance, où on a ces figures
qui disparaissent. Donc on a ces figures qui ont revendiqué, qui ont participé à l'indépendance, mais leurs revendications ont été noyées parce que tout le monde regardait l'indépendance. Donc les revendications ont été noyées par les revendications nationalistes. Donc on a eu, et c'est d'ailleurs, cette union des femmes du Sénégal a été la première à organiser en 1958 la Journée internationale des femmes, qui a été proclamée officiellement en 1977, je pense, par le système des Nations Unies. Donc elles ont été les premières à organiser, donc elles ont fait beaucoup de choses, mais en un laps de temps, parce qu'après l'indépendance, bon, il y a eu une dislocation, parce que aussi elles ont été attaquées par les hommes du temps de la RDA, il y a beaucoup qui ont fui, etc. etc. Donc oui, je pense que les féministes qui ont mis en place Yewwi ont suivi un peu ce qui s'est passé et aussi ont participé à tout ce qui est club optimiste. Il y a eu des clubs, je pense que Madame Diop va y revenir, parce qu'il y a eu avant des associations qui ont existé avec les tatas indéterminés, etc., qui a beaucoup fait également. On lui doit énormément. Elle aussi, elle est logofienne. Avec sa grande sœur, elle est logofienne. Donc leur germain logolf a beaucoup impacté, et même les enfants de ces mères qui étaient logofiennes ont aussi été des cadres, sont dans les partis politiques, ont été des personnes très influentes pour expliquer un peu l'importance de donner une éducation à une mère qui va forcément influencer sur les enfants et les filles. Donc voilà, je voulais décrire un peu ces deux phases pour dire que bon, c'est une continuité, mais l'autre a été beaucoup plus officielle en termes de revendication et en termes de positionnement. Pourquoi le réseau des féministes du Sénégal, on n'a même pas eu une hiérarchisation. Il n'y a pas une hiérarchisation parce qu'on ne veut pas reproduire ce système patriarcal. Et ce système patriarcal ironise en disant, bon, parce qu'on a eu le système patriarcal. C'est pourquoi je n'aime pas le mot matriarcat. Le matriarcat n'a jamais existé en Afrique. Dans les sociétés traditionnelles, on n'a jamais eu de système matriarcal. On a eu des systèmes matrilinéaires. C'est-à-dire un système matriarcal, c'est un système où la femme avait le pouvoir politique, le pouvoir social, le pouvoir économique, ça on ne l'a jamais eu en Afrique. Les reines qu'on a eues dans les sociétés traditionnelles, c'était pas toutes les femmes étaient reines, c'était une catégorie bien déterminée. À côté, on avait des femmes qui étaient discriminées, qui étaient exploitées. Donc il ne faut pas dire qu'on avait des reines, donc on était dans le système matriarcal. Non, on n'a jamais eu un système matriarcal, c'est-à-dire on n'a jamais eu un système où la femme politiquement, socialement, économiquement dominait les hommes. Ça, on ne l'a jamais eu. On a eu des sociétés matrilinéaires où la femme avait la possibilité même de transmettre son nom, de donner son nom à ses enfants. Ça, on l'a eu. C'est la femme qui transmettait le nom. Les enfants portaient le nom de la mère. C'est pourquoi, jusqu'à présent, quand vous allez chez certaines ethnies comme les Sérères, l'oncle maternel joue une place extrêmement importante. Ça, c'est des résistances de ce système, survivance de ce système matrilinéaire. Parce que les enfants héritaient du frère de la mère. Les enfants du frère n'héritaient pas de lui, mais c'est les enfants du frère de la mère qui héritaient de tous ces biens. Donc c'est lié un peu à ce système-là. Et ce système, tant qu'on ne travaille pas là-dessus, parce que même l'homme est victime de ce système, cette virilisation, l'homme est victime de ce système. La femme est subordonnée, est dominée dans ce système, mais aussi l'homme est piégé dans ce système patriarcal. Et ce système patriarcal a été créé à partir de la représentation qu'on a des religions. Quand je prends l'islam, quand on dit que l'homme a été créé à partir de la côte gauche de l'homme, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on travaille là, ce qui n'est pas vrai, c'est faux. L'homme n'a pas été créé à partir de la côte gauche de l'homme. Ça, l'islam ne le dit pas. Et qu'est-ce que ça a amené dans les représentations? Oui, on va partager des documents. Oui, et c'est devenu une vérité malheureusement. Un jour, je faisais un plateau à la télé et je discutais avec Imam Kanté et autres imams. Et je lui ai dit que mais pourquoi dans vos prêches vous ne dites pas que l'homme et la femme ont été créés à partir d'une seule âme? Ils disent que mais c'est dit ça, tout le monde le connaît. On était à la télé. J'ai dit mais ça les gens ne le connaissent pas parce que c'est devenu une vérité absolue. Et nous on essaie de montrer exactement parce que les gens lisent malheureusement, interprètent à travers des lunettes culturelles. Et c'est un combat aussi que nous menons. Donc,
ce système patriarcal a été créé à l'image qu'on s'est fait du fait que l'homme, la femme a été créée à partir de la côte gauche de l'homme. Qu'est-ce que ça renvoie dans l'imaginaire? Ça renvoie au fait que la femme doit vivre, exister pour l'homme. L'homme est au centre, la femme est à la périphérie. C'est ça que ça signifie. Donc cette représentation qu'on a de cette conception de la femme qui doit vivre pour l'homme parce qu'elle vient de l'homme, donc doit exister, vivre, etc. Ça, on l'a même au niveau du ménage. Et nous travaillons pour déconstruire parce que c'est des outils, on a besoin d'outils parce que vu le contexte sénégalais où la religion régit presque toute la conscience collective, on a besoin d'outils pour déconstruire ces éléments-là, ces questions de chef, en parlant d'autorité, alors que l'autorité qu'on a dans la religion, c'est une responsabilité, ce n'est pas le chef. Mais on en a fait une autorité, le chef, alors que ce n'est pas ça. Parce que dans nos textes, on va plus parler de Al-Mahrouf qu'Al-Koumawa qui va dire chef. Donc, c'est des choses qu'on est en train de déconstruire. Et je salue le passage de Sokhna Aïcha Gueye. On travaille avec elle et on sera à Pikine Thiaroye Kao le samedi pour parler avec des groupements de femmes sur réellement ce que disent les textes. Donc, on sera le 3 juin à la mairie de Djeddah Thiaroye Kao pour discuter un peu des droits des femmes en islam. Et on a commencé ce travail-là, on a même, il faut partager la brochure, il faut partager à tout le monde la brochure que je t'ai. On a même élaboré un argumentaire religieux pour revenir un peu sur les phases, on renvoyait des références et je disais à ces groupes religieux hommes ou femmes, il faut mettre les références pour ne pas créer de débat. Et ils mettent les références. Et il y a moins de polémique quand on met les références parce qu'il y a énormément de problèmes dans le champ religieux parce qu'il y a une clarification. Il y a une classification, tout le monde se dit érudit, même si on apprend 2 textes. Ça aussi, c'est un problème. Parce que le champ religieux, c'est comme le système français. Il y a l'école primaire, il y a préscolaire jusqu'à l'université. C'est pourquoi certains érudits ne veulent même pas discuter avec des personnes qui sont à un certain niveau parce qu'ils disent que non, ça, c'est le niveau préscolaire, alors que moi, je suis au niveau universitaire, on ne peut pas tenir un débat. Donc, ce système patriarcal, pour le déconstruire, on a aussi besoin des outils au niveau de la religion et pour dire tout simplement ce poids et ces limites qui peuvent créer même un combat avec ce système patriarcal. Ça veut dire qu'on ne peut pas naviguer, surfer sur les droits des femmes en occultant ce système patriarcal. Je donne l'exemple de la loi criminalisation le vol et la pédophilie de 2020. Est-ce que cette loi a permis de régler le problème des violences? Je viens de discuter avec les 27 filles qui ont été violées. Quand on a promulgué la loi en 2020, juste après janvier, j'ai regardé les colonnes des journaux. Violence, violence, violence. Et je dis, dans un texte qu'on a publié, dans un ouvrage, que cette loi ne suffit pas. Tant qu'on ne questionne pas ce système patriarcal, la violence va toujours demeurer. Parce que c'est abus de pouvoir. Abus. Tant qu'on ne questionne pas ce système patriarcal, parce qu'au fond, pour faire court et simple, comment ce système patriarcal peut promouvoir cette violence? Dans la manière dont on éduque le garçon et la fille, on n'apprend pas à l'homme de sortir ses émotions déjà. On lui dit que l'homme ne doit pas pleurer. Mais si l'homme ne pleure pas, alors que c'est naturel qu'on pleure, mais il ne va pas sortir ses émotions, il va les transformer en agressivité. D'accord? L'homme ne doit pas trop parler, etc., etc. Et on vient nous mettre le système de l'autorité. L'homme est chef. Imaginez un homme qui est autoritaire, etc., qui épouse une femme comme moi. Il parle, je lui dis non, ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Il s'énerve, il utilise la violence, mais c'est ça. Parce qu'on transforme, on ne sort pas ses émotions, on les transforme en agressivité. Et on se dit qu'on peut utiliser la violence parce qu'on a des arguments pour le faire, mais c'est des questions qu'il faut poser sur la table. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud et le Kenya, etc., nous ont devancé sur ces questions-là. Mais avant, le Sénégal était leader, a mis en place, et la FARC était un outil extrêmement puissant, qui était un outil de réflexion, de recherche, pour montrer les inégalités. Et c'est sur la base de ça que Marie-Angélique, qui a mis en place cet instrument de recherche d'abord, parce qu'il faut comprendre les inégalités, et après il faut agir. Le mouvement Yewwi est venu pour agir. Il faut agir. Il faut mettre en place l'action. Ils ont sorti un magazine, ils ont publié, etc. Le FIPOU,
on peut toujours partager le magazine Le Fipou. Il y a eu 3 éditions. Donc, c'était fort, mais malheureusement, vu que ce mouvement, il n'y a pas eu de connexion, et je parle sur le contrôle parce que aussi elle était là-dedans, le parti de gauche, etc. Donc, président Safietou pourra aussi revenir parce qu'elle a suivi de près cette évolution-là. Donc, cette association, malheureusement, est restée en berne en 2000 pour plusieurs raisons. Le fait qu'on n'a pas pu créer des ponts avec la jeune génération. Donc, il n'y a pas eu de transmission, de préparation de la nouvelle génération. Parce que si on veut bâtir un système, il faut penser aux jeunes aux enfants qui sont dans l'école primaire. C'est pourquoi je dis souvent à Aïcha, si on voit des élèves, je dis, mais Aïcha, identifie les élèves et tu les mets dans le réseau. Il faut bâtir un système. Et c'est ça un système. C'est-à-dire, le système, c'est créer une masse critique et dans une longue des différentes générations. Il ne faut pas l'accaparer, il faut le laisser pour plusieurs générations et c'est comme ça qu'on bâtit un système. Et malheureusement, ce mouvement n'a pas pu rallier les masses ni préparer une nouvelle génération. Et en dehors de ça, il y avait beaucoup de problèmes aussi à l'intérieur de leadership, etc., de politique. Donc le mouvement s'est effrité en 2000. Et à partir de 2000, il n'y a plus rien. C'est des individualités et c'est à ce niveau-là, au moment-là, nous on a parlé de féminisme invisible. Il y a eu des individualités. Mais il n'y a pas eu quelque chose de fort. Et c'est la 3e vague de génération qu'on a essayé. Et ça a commencé pas longtemps, 2017-2018, où il y a cette vague maintenant de renaissance. Et vraiment, on veut maintenir le cap de renaissance. Et voilà, maintenir ça jusqu'à qu'on puisse en tout cas démolir ce système patriarcal qui fait du tort, que ce soit chez les hommes comme au niveau des femmes. Walu, walu.